Merci. Le Premier ministre va arriver vers 18h45, donc nous aurons 25 minutes de débat entre Haïm Corsia et donc Bernard-Henri Lévy. Donc cette journée a été placée, vous l'aurez compris, puisque ça a été répété plusieurs fois, sous le signe de l'universel à l'épreuve des identités. J'ai envie de reprendre un peu ce que disait au début le président israélien, Bernard-Henri Lévy. Je voudrais vous entendre là-dessus. En fait, la France, pour continuer sur ce thème, était un creuset sur dans lequel s'est fondue toutes les cultures, toutes les origines. Ce creuset est aujourd'hui mis à mal. Le symbole universel que pouvait représenter la France, justement, aujourd'hui est menacé. Ce qui est menacé, c'est pas tellement le creuset, c'est l'universalité de la parole française. Moi, je suis frappé dans le débat idéologique et dans le débat politique dans notre pays par la résignation d'un nombre grandissant des responsables ou de ceux qui parlent fort et haut à une parole française amoindrie. Je suis juif, je suis très heureux à ce titre de prendre la parole dans cette conférence de clôture, mais je suis français, heureux de l'être, fier de l'apport du judaïsme à l'identité française, fier de cette histoire que rappelait le président d'Israël qui va de Rachi à Marcel Proust en passant par les tosafistes et qui a si fortement enrichi l'identité française, le modèle républicain français, le modèle de contrat social à la française ne seraient pas ce qu'ils sont sans des réflexions très anciennes qui datent du XVe, du XVIe siècle, autour de la République des Hébreux, autour du Livre des Rois. Donc toute cette histoire-là, qui est une histoire qui implique une parole universelle, qui s'adresse et qui provient d'un pays qui n'est grand, comme l'a dit un de nos aînés, que quand il s'adresse à un très grand nombre de peuples, à un très grand nombre de femmes et d'hommes à travers le monde, j'ai peur que cette histoire ne soit en train de s'éteindre doucement. C'est ça qui m'impressionne le plus. C'est pas le creuset. Oui, le creuset a toujours été, il y a toujours eu dans ce pays des hommes pour vomir les nouveaux venus. Il y a toujours eu des Français pour traiter d'autres Français de traîtres. Il y a toujours eu cela dans l'histoire de France. Mais ce qui est nouveau, c'est cette espèce d'abdication, je trouve, chez certains de nos responsables, cette abdication de l'universel. C'est ce qui me frappe le plus. Haïm Corsia. C'est dur de répondre après parce que je voudrais vous rassurer. Je sais que vous avez été blessé par cette insulte qu'on a tous pris. En tout cas, moi, j'ai pris pour ma part lorsque quelqu'un vous a traité de traître. Mais comme le président d'Israël vient de vous dire à peu de choses près, entre ici Bernard-Henri Lévy, qui vous a quasiment déjà fait rentrer au Panthéon, ça reste, le reste ne restera pas. En revanche, je voulais vraiment vous remercier pour votre question. Voilà, c'est un applaudissement pour Bernard-Henri Lévy. C'est une façon de vous dire que la salle vous soutient pour l'ensemble de votre œuvre et pour ce que vous êtes. Votre question, elle est formidable parce que creuset, vous avez parlé de creuset, c'est le nom en hébreu de la France. La France en hébreu s'appelle Tsarfat. C'est le creuset dans lequel l'orfèvre met des métaux différents. S'il manque un seul de ces métaux, l'alliage n'est plus parfait. Ce qu'avait dit d'ailleurs Manuel Valls lorsqu'il avait dit « La France sans les Juifs n'est plus la France », qu'on pourrait décliner pour toutes les identités multiples et diverses qui ont façonné le pays depuis toujours. Depuis toujours, l'enjeu a été de rassembler des gens différents. Clovis, en 496, se fait baptiser parce qu'il va utiliser la religion pour agréger des populations qui, entre elles, n'ont pas de point commun autre que le fait de vouloir créer un royaume. Et lui va utiliser cette fonction de la religion, celle qui tisse des liens religérés, qui tisse des liens entre les uns et les autres.
Donc ce principe-là me semble essentiel et il perdure. C'est l'ADN de la France, c'est pas juste son nom. Le nom, c'est consubstantiellement ce qu'est la France. Il ne peut pas en être autrement. Et on a eu des hauts et des bas, mais avec Musset, dans un poème magnifique qui s'appelle « À l'ami Carême », je dis, c'est incroyable, « À l'ami Carême », c'est après le carnaval, les roses vont éclore et sur les bords des talus, déjà le gazon apparaît. Bon, ça va. Il y a des petits soucis, mais après le carnaval, il y a toujours un temps de carnaval. Chez nous, ça ne s'appelle pas le carnaval, ça s'appelle autrement. Ce qui veut dire qu'il y a une forme de débordement. Mais la réalité de ce qu'est la France, elle reste. Et on le fait, on l'a bâti. Ici, je crois, il n'y a pas de consommateur de ce qu'est la France. On est producteur, on construit la France. Et c'est ça l'engagement qui est à la fois celui du CRIF et celui de toutes celles et tous ceux qui veulent être des citoyens engagés. Oui, mais c'est assez compliqué quand même. Parce que. Alors, si tout ne va pas bien, on fait en sorte que ça aille mieux, oui, le problème. J'entends bien. Mais alors, il y a une espèce d'idéologie qui est en train de se faufiler dans notre pays, qui nous revient en boomerang d'ailleurs, parce que ce sont certains intellectuels français qui l'avaient exporté aux États-Unis, et qui s'appelle le wokisme, qui s'appelle éveiller justement les minorités pour leur dire que l'histoire telle qu'on leur a racontée, c'était pas tout à fait cette histoire-là. Et on voit qu'en France, ce courant de pensée arrive en masse, pénètre notre pays. Pour ceux qui ne le sauraient pas d'ailleurs, en Afrique, il fait des ravages dans les grands centres urbains. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, Bernard-Henri Lévy? Parce que ça, c'est quand même assez grave. D'abord, je ne suis pas si pessimiste que vous, cher Yves Tréhard. Je crois que le wokisme, on en parle beaucoup dans les journaux et on a raison de le faire. Je ne suis pas sûr qu'il soit dans la réalité du pays si puissant que vous le dites. Je ne crois pas. Deuxièmement, le wokisme qui veut dire s'éveiller, en vérité, ça veut dire s'endormir. Les wokiens sont des endormis. Pourquoi? Parce que le cœur de l'idéologie du wokisme, c'est chacun chez soi, chacun enfermé dans son identité, surtout plus d'intranquillité, surtout plus de communication entre les parts diverses qui font notre identité à chacun. Le comble du wokisme aux États-Unis, où je me rends souvent, où j'étais encore ces dernières heures, le comble du wokisme, c'est sur certains campus ce que les étudiants appellent des safe spaces, qui sont des espaces préservés où personne ne va venir vous embarrasser ou vous harasser avec des opinions contraires ou avec une apparence dissemblable et va venir mettre en péril votre identité. Donc, deuxièmement, les wokistes sont des endormis et pas du tout des éveillés. Moi, j'ai été un éveillé. Nous sommes ici des éveillés. Je le suis toujours, nous le sommes toujours. C'est autre chose, l'éveil. L'éveil, c'est cette intranquillité qui, pour le coup, est une des caractéristiques aussi, d'ailleurs, de la pensée juive. Après, troisième point, ceux qui sont gagnés par cette idée-là, c'est-à-dire ceux qui sont gagnés par l'idée qu'on ne peut combattre le racisme que si l'on est soi-même racisé, ceux qui sont gagnés par l'idée que l'on ne peut être féministe que si on est une femme offensée, ceux-là, il faut les combattre sans répit, parce que c'est le contraire de l'engagement, parce que c'est le contraire de l'empathie et de la compassion, parce que c'est le contraire de l'humanité. Ce courant wokien, en effet, qui nous vient à plus bas bruit qu'on ne le croit des États-Unis, est quelque chose qui va vraiment contre les principes les plus fondamentaux, les plus essentiels de l'humanisme. Alors, Haïm Corsia, à l'opposé du wokisme, parce qu'il lutte d'ailleurs contre ce wokisme-là, il y a ceux qui défendent une idée qu'on peut appeler, alors certains l'appellent souverainiste, d'autres l'appellent nationaliste, qui, en cette période de pré-campagne électorale, est assez forte. Et si on regarde bien les deux incarnations, les deux représentants de ce courant, dominent le débat politique en France aujourd'hui, en tous les cas dans les intentions de vote, pas loin de 35%,
quand la gauche, elle, peine difficilement à arriver à 25%. Est-ce que l'universel, justement, eh bien, ces représentants-là ont oublié la vocation universelle de la France? Pourquoi toujours se définir par rapport à ceux qu'on combat? Moi, j'aime bien l'idée de la maire de Paris. Tout à l'heure, Anne Hidalgo expliquait, il faut qu'on s'organise. Et moi, je pourrais vous donner 100, 200, autant d'exemples que vous voulez, de ces combats qui visent à affirmer quelque chose d'évident, mais simple, mais qu'il faut rappeler. Rappelons-nous que les choses les plus évidentes sont les plus compliquées à rappeler. En août 42, Monseigneur Saliège fait lire dans tous les églises de son diocèse. Monseigneur Saliège était à Toulouse, et je le dis puisque la présidente d'Occitanie qui est ici. Il a fait lire dans toutes les églises de son diocèse, les juifs sont des hommes et les juives sont des femmes. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a eu une époque où on a dû rappeler ceci? Donc les choses évidentes, il faut les rappeler. Regardez par exemple, on a parlé tout à l'heure des engagements. J'avais demandé à la maire de Paris, enfin son adjointe qui s'occupait de la mémoire à l'époque, et la maire de Paris a accepté, donner le nom de Victor Young Pérez à un gymnase à Paris. Victor Young Pérez, champion du monde de boxe, français, juif de Tunisie. Une sorte de mélange à lui seul de plusieurs identités. Et il incarne la France. Très prochainement, on s'est rendu compte avec le Souvenir français, dont j'ai le grand honneur d'être secrétaire général, qu'il y avait une rue dans le 18e arrondissement de Paris qui portait le nom de quelqu'un qui était objectivement, froidement, pas antisémite, ce qui pourrait être le cas de beaucoup de monde dont les noms ornent nos rues, mais quelqu'un qui dirigeait la Ligue antisémite, c'est quand même un peu beaucoup. Et on a trouvé un ancien combattant qui portait exactement le même nom, et sans changer le nom de la rue, on change le nom de la personne qui le porte. Il faut être au moins juif depuis 400 générations pour penser à ça. Et la maire a accepté ce plan que j'ai proposé. On ne change pas le nom de la rue, on change juste la personne. Elle a dit oui. Pourquoi? Parce que chaque petit détail est un élément de la lutte. Ne jamais rien laisser, ne jamais rien abandonner, ne jamais capituler. Parce que c'est une façon de laisser la place à certains qui, à ce moment-là, surfent sur nos silences. Vous parlez de ces 35%. Mais qu'est-ce qu'on propose d'autre en ce moment? Quelle voix vous entendez pour dire... Entendez, alors peut-être qu'il y a aussi une sorte de manque d'écho de ceux qui sont chargés dans la République, dans la cité, de porter la parole des uns des autres. Mais moi, je ne me définis pas par rapport à ceux que je combats. Et j'aime l'idée de Bernard-Henri Lévy de dire on a quelque chose là qui est une idéologie qu'on nous présente comme étant très importante pour ceux qui la jugent importante. Si on dit et on vit le contraire, on vit le contraire. Et je vais vous donner, si vous permettez, un passage du Talmud que j'aime profondément. Nous, on a la règle de la majorité. La majorité, c'est ne jamais nier la minorité, mais la majorité l'emporte à un moment. C'est la règle de la démocratie. Et lorsqu'un jour, il y a un débat entre tous les rabbins et un rabbin isolé, il dit si j'ai raison, qu'une voix sort du ciel et dit que j'ai raison. Une voix sort du ciel et dit Rabbi Eliezer ben Orkenos a raison. Et là, le rabbin qui dirige la majorité des rabbins, Rabbi Yehoshua, se dresse et dit stop, la Torah n'est pas dans les cieux. Une fois qu'on a des règles de vie en commun, ces règles, on les applique. Et donc, c'est la règle de la majorité. Une fois que la majorité choisit un destin, alors à ce moment-là, on fait attention aux uns aux autres. Mais ce n'est jamais les minorités qui imposent, y compris les minorités à 35%. Elles n'imposent pas une façon de penser à la majorité. Alors justement, Bernard-Henri Lévy vient à l'idée, le président de Gaulle disait « j'ai une certaine idée de la France ». C'est le début de ses mémoires de guerre. Et un jour de 1965, pendant l'élection présidentielle, Michel Droit, journaliste, lui demande « c'est quoi une certaine idée de la France ?» Et il déroule. Et en fait, on s'aperçoit qu'il parle de la France, beaucoup plus que des Français. Est-ce qu'aujourd'hui, nos hommes politiques et nos responsables parlent pas assez de la France, au sens où la France c'est un projet, c'est une nation, c'est un rêve. Pour le coup, ça peut être une identité aussi, d'ailleurs, je ne sais pas. Alors que eux, ils ne nous parlent que des Français et de leurs petits mots quotidiens, et qu'on oublie de se porter un peu au-dessus de la mêlée pour parler d'un projet commun. D'abord, les mots quotidiens ne sont jamais petits. Je crois qu'il ne faut... moi, je ne dirais en tout cas pas cela.
Mais c'est vrai qu'on peut on pourrait parler des mots quotidiens en parlant davantage de la France. Et la France, c'est quoi? La France, c'est une géographie, c'est une histoire et c'est une langue, comme toute nation. Voilà, c'est une géographie, on la connaît bien, bordée par l'océan. C'est une histoire, ce moment extraordinaire qui est le moment Clovis, dont le grand rabbin vient de nous rappeler tout à l'heure l'histoire, ce prince, ce barbare franc qui décide de se convertir au catholicisme et qui décide de se convertir à la religion du peuple vaincu, de la romanité expirante. Et puis, c'est une langue. Et c'est une langue qui est riche de toute une littérature, de toute une mémoire populaire et de toute une mémoire des écrivains. Tout ça, c'est en effet l'idée, le songe, la chimère, la narration française. Et on parlait tout à l'heure de ceux de ces ambidextres, qui confondent leur droite et leur gauche et qui, en vérité, mélangent tout et qui confondent le général de Gaulle et Pétain. C'était quoi la différence entre de Gaulle et Pétain, au fond? Qu'est-ce qui a permis à l'un de devenir de Gaulle alors que l'autre n'était que Pétain? C'est que Pétain, il n'avait de la France qu'une conception. C'était en effet une chose. C'était seulement une terre, seulement une géographie, seulement un espace à laquelle il avait les pieds rivés. De Gaulle, ce qui lui a permis d'opérer ce geste incroyable, cet acte de rupture absolue, ça a été que, pour lui, la France, même si 35% des Français étaient contre, même si 51% des Français étaient contre, même si 95%, même si tous les Français, moins 18 000, le 18 juin 40 étaient contre, la France, c'était aussi et d'abord pour lui une idée. Voilà. Si on n'est pas convaincu de ça, si on n'est pas convaincu que la France est d'abord une idée et que même dans les moments de tempête, même dans les moments où cette idée semble foulée aux pieds, même si on a l'impression que les sots et les cruels la couvrent de crachats, si on n'a pas le sentiment qu'elle est cette princesse belle et splendide, alors je crois qu'on est à côté de ce qu'est en vérité ce pays. Donc oui, bien sûr, c'est vrai, on manque cruellement aujourd'hui dans le débat français, mais pas seulement chez les politiques, aussi chez tous ceux qui font le débat, on manque en effet cruellement de cette idée sans laquelle la France n'est pas la France. Aïm Corsia, sur ce sujet. Je vais faire ce que j'avais prévu de faire, écouter Bernard Lévy et dire « il a raison ». C'est un peu facile, ça. Non, mais c'est vrai. Je partage parfaitement sa vision d'une langue, d'une littérature et qui nous ancre dans des histoires qui sont véritables, l'histoire du pays ou des histoires qui sont des histoires qui nous construisent, toute la littérature d'Hugo, de Dumas, enfin toute la littérature qui nous fait vibrer à l'unisson avec un Français partout dans le monde. Mais je reprendrai juste votre idée que je trouve vraiment merveilleuse, c'est que De Gaulle, pour percevoir et conserver cette idée de la France, il a dû s'en extraire, aller à Londres, de l'extérieur. Et c'est quand on est à l'extérieur qu'on perçoit ce qu'elle peut nous manquer. Et je me dis, au fond, dans un monde qui bouge beaucoup, vous avez même vu que le président israélien invitait la communauté juive de France à aller en Israël, qui engage à bouger, c'est formidable. Je crois que quand on est loin de la France, on perçoit ce qu'elle peut représenter, non seulement pour nous, dans un manque, mais pour le monde entier. Et parfois, elle est plus belle dans les yeux des autres que dans nos yeux. Et moi, je me dis, quel dommage de ne pas entendre, percevoir, voir ce qu'elle peut représenter encore partout dans le monde. Oui, elle n'a peut-être pas la place qu'elle avait dans la diplomatie mondiale au XVIIIe, au XIXe siècle. OK. Mais elle incarne, la France, elle incarne un rêve, elle incarne une espérance. Et incarner une espérance, c'est un modèle de vie très juif. Une espérance, c'est pas terrible, peut-être, mais on va construire cette espérance. C'est une direction. On va vers. Et dès qu'on va vers, on est en mouvement et ça me rassure. Alors, un projet, c'est intégré.
On n'arrive pas à intégrer aujourd'hui, si? On arrive moins bien à intégrer parce qu'il y a en effet aujourd'hui à l'échelle du monde une guerre sans merci entre les démocrates et les totalitaires, entre les femmes et les hommes des Lumières et les obscurantistes. Et cette bataille-là, elle a un effet en France, c'est qu'il y a des femmes et surtout des hommes d'ailleurs qui luttent de toutes leurs forces contre leur intégration. Vous avez, au sein de la communauté musulmane, vous avez à la fois une immense volonté d'intégration, dont je suis absolument convaincu aujourd'hui qu'elle est majoritaire. Mais vous avez une minorité d'incendiaires des âmes, une minorité de combattants de la barbarie, qui les invite à ne pas s'intégrer, qui invitent leurs femmes, leurs sœurs, leurs filles à s'emprisonner derrière des prisons de tissu, qui les invitent à mettre une loi sacrée au-dessus de la loi de la République. Donc évidemment, ça c'est un phénomène nouveau. Il y a des fauteurs de haine, il y a des incendiaires des intelligences et des esprits, il y a des gens qui font obstacle à l'intégration, qui se battent contre. Ben, il faut que la République, en gardant les mêmes principes, qui n'ont pas si mal marché jusqu'à présent, y compris dans des moments d'ailleurs où la situation autour de laquelle nous tournons depuis un moment, sans vraiment l'aborder, était bien plus compliquée encore qu'aujourd'hui. Il faut que ces principes-là soient portés avec plus de force et plus de détermination. Donc ce n'est pas l'intégration, ce n'est pas l'idéal d'intégration qui est en question. Il est toujours opportun. Il est toujours le principe même de se creuser Sarfat, qui est la définition de la France. Ça n'est pas le refus d'une majorité des populations que nous accueillons qui est en cause. Je ne crois pas que ce refus soit majoritaire. Et je crois que ceux qui viennent aujourd'hui en France, ou ceux qui en ont le désir, ce sont justement des gens qui, bien souvent, ont en tête un bout de cette idée que j'évoquais tout à l'heure. Et qui ont tenté de cette idée d'embrasser le rêve français. C'est la République qui n'est pas assez ferme autour de ses principes de laïcité, d'égalité entre les femmes et les hommes, et autour de sa propre devise. Alors la République n'est peut-être pas assez ferme, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'apôtres du pessimisme dans ce pays. Oui. Aussi bien d'ailleurs dans le personnel politique que chez les intellectuels. Je ne vais pas citer de nom parce que ça serait désagréable. Comment on fait pour être optimiste? On peut devenir juif, c'est une méthode. Vous pouvez. Ça fait longtemps que j'y ai songé. Voilà. Bah, on peut voir. Moi, je l'ai fait par procuration. Bah, vous voyez que le président du Consoir de Paris, il voit avec son grand rabbin et ils ont tout ce qu'il faut. Par procuration, c'est toujours partager un destin. Si c'est par procuration comme je l'imagine, alors c'est partager un destin. En fait, c'est faire... quelque chose qui est assez simple, en réalité, c'est de ne pas considérer que les combats ne servent à rien. Les combats servent toujours à transformer le monde. C'est un principe juif qui s'appelle tikkun olam, la réparation du monde. En fait, quoi que vous fassiez, soit vous réparez le monde, soit vous désordonnez le monde. Moi, je pense que si on conjugue les forces de celles et ceux qui veulent construire la paix, on répare le monde. Et donc, par nature, vous redonnez de l'espérance. Oui, la fermeté. C'est impressionnant, ce manque de fermeté, presque manque de courage d'oser affirmer ce en quoi on croit, ce qu'on veut. La question, c'est d'ailleurs pas tant des populations qui arrivent, tout le monde dit les étrangers. Moi, je parle de la deuxième, voire de la troisième génération. C'est eux qui m'inquiètent beaucoup plus. Parce qu'eux ont bénéficié de tout ce que la République peut offrir. L'école, les soins, le rêve, tout. Et pourtant, ça n'a pas fonctionné. Il y a donc une autre façon, au-delà de la fermeté, de rappeler l'engagement, de faire attention, d'être dans de la proximité, d'être dans de la construction d'espérance pour les uns et pour les autres, et pas imposer la même espérance à tous, mais trouver à chacun, à chacune, sa propre espérance. On parlait des personnes aidées. Tout à l'heure, dans le hall, en arrivant, j'ai acheté un remarquable petit ouvrage. Il est où? Voilà. Je l'ai acheté là, en passant, 9 €. Je le dis parce que c'est très bien. Et que l'auteur doit être dans la salle juste devant moi normalement. 9 €, voilà. Je l'ai acheté. Ah bah le manifeste contre le terrorisme islamiste
Écoutez-moi. Signé de Shems Eddine Hafiz, recteur de la mosquée de Paris. Vous oubliez, cher Bernard-Henri Lévy, que si le recteur de la mosquée de Paris est là, c'est qu'il y a une mosquée de Paris. Elle a été construite par la République. La République. Pour remercier les musulmans d'être... Oui, les musulmans, pas les musulmans, d'être venus pendant la Première Guerre mondiale sauver la mère patrie. Et avec ces musulmans, parce qu'on a dit les musulmans, il y avait aussi tous les juifs d'Algérie, dont mon arrière-grand-oncle, qui lui est mort le 22 août 1914 en Belgique. Tous ces gens qui sont venus de partout pour sauver la République. Et donc, il y a eu un moment où on a su leur dire merci. Il faut être capable d'entendre ce qu'ils nous disent comment lutter, ce qui nous explique de l'intérieur comment lutter. Il faut qu'on soit capable de les aider. Donc, l'idée, c'est écoutons ces voix qui, de l'intérieur, nous disent améliorons l'intégration, non à l'assimilation, c'est-à-dire à l'abrasion de toutes les différences. Oui, il y a des différences, mais elles construisent ce que nous sommes tous ensemble. C'est le principe. Il y a des identités diverses qui construisent un universel qui s'appelle la France et un autre universel qui s'appelle l'humanité. Et aucune façon de se voir légèrement différent ne peut empêcher d'être ensemble. Et donc, c'est bien le principe qui, pour moi, est essentiel, c'est voir qu'il y a toujours une possibilité de proposer un modèle. Mais si on propose un modèle dans lequel on ne croit plus, les pessimistes, comment vous voulez en convaincre les autres? Il faut donc qu'on réinvestisse, on réinvente un modèle heureux, joyeux, un modèle fun, un modèle, comme le dit le judaïsme, dans la simcha. C'est ce que dit un verset incroyable dans la fin du Deutéronome, ça doit être chapitre 28, et de tête, ça doit être verset 47. Tout ce qui vous arrive, c'est parce que vous n'avez pas servi l'Éternel votre Dieu. Ça s'arrêterait là, vous diriez, c'est normal, les rabbins ils veulent qu'on serve Dieu. Pas du tout. Écoutez la suite. Tout ceci vous arrive parce que vous n'avez pas servi l'Éternel votre Dieu. Besimcha uvtuv levav. Dans la joie et avec un cœur plein entier. Il faut qu'on réinvestisse le bonheur, la joie, pour nous tous, d'être français, pour pouvoir en convaincre les autres. Comment vous voulez convaincre les autres, ceux qui arrivent, de quelque chose dont nous-mêmes on ne croirait pas ou on est un peu dubitatif? Ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que ça passe pas par l'école, ça? Qui est bien abîmé? Pardon, je voulais juste savoir, quand je l'ai acheté tout à l'heure, dans mon livre, le recteur m'a dit, je vais quand même pas te le dédicacer. Avec ça, la pub, tu peux me le dédicacer maintenant? Tu peux? Il va même vous rendre l'argent. Non, ça non. Oui, est-ce que ça passe pas par... parce que finalement, il n'y a qu'un creuset, c'est celui d'éducation, non? Oui. Ça passe par l'école, ça passe par les médias, ça passe par tous les espaces d'intégration. Non, il n'y a pas... Les médias sont responsables du climat de tension, d'anxiété. Mais naturellement, d'abord, ils sont responsables structurellement. Ceux qui les fabriquent n'y peuvent rien. Il y a là un nouveau régime d'anxiété médiatique, d'urgence, d'imminence, de traitement à chaud de l'actualité, d'absence de recul, d'une nouvelle qui chasse l'autre, qui sont générateurs d'une terrifiante anxiété. Et puis, il y a des bulles médiatiques par moment dont on a le sentiment qu'elles font beaucoup pour faire croître ce qui est sous la bulle, quoi. Voilà, je veux pas le qualifier. Donc tout ça est responsable. Mais vous savez, le fond de l'affaire, cher Yves Tréhard, nous vivons aujourd'hui quelque chose qui n'est pas si singulier. Nous vivons la troisième, dans l'histoire de France, la troisième grande crise de l'idéal républicain et de l'idéal démocratique et des principes libéraux. Troisième grande crise. La première grande crise, c'était celle de l'époque de l'affaire Dreyfus. La seconde, c'était les années 30. La troisième, c'est aujourd'hui. Le point commun de ces trois crises, en tout cas les deux premières, on les connaît bien. Elles ont été analysées par les historiens. On en a fait à peu près le tour. C'est, encore une fois, c'est pas tellement la virulence des adversaires, c'est le découragement des amis. Ce qui vraiment a fait le deuil de la France dans les années 30, ce qui a fait que l'extrême droite et l'extrême gauche, d'ailleurs, qui se sont finalement rejoints dans des institutions avant la guerre de 14, bref,
ont dépassé les 30-35. C'était la majorité de la France. Avant 14, il n'y avait pas de sondage, mais il y avait probablement une majorité de gens qui se reconnaissaient dans les idées extrémistes. C'est quoi ? C'est le découragement des Républicains. Eux-mêmes n'y croyaient plus. Et quand vous regardez la littérature politique, et d'avant 14 et d'avant 40, vous voyez un thème qui revient constamment, c'est l'idée chez les démocrates eux-mêmes, chez les libéraux eux-mêmes, chez les plus grands républicains, qu'au fond, chaque chose n'a qu'un temps, que les choses naissent et qu'elles disparaissent, et qu'il n'est pas exclu que l'idée républicaine soit en train de s'éteindre. Et dans l'histoire des intellectuels français, par exemple, que je connais bien, combien d'intellectuels, dans les époques les plus sombres, ont vraiment défendu les idéaux de république, de démocratie et de liberté ? Vous avez Albert Camus, vous avez Julien Bindard, vous en avez, ils se comptent sur les doigts d'une main. Mais la majorité n'en était pas. Donc, attention à la fatigue de la liberté, à la fatigue de la démocratie, à la fatigue de la République, qui sont bien plus responsables encore de la situation que leurs propres adversaires. Merci, je salue le Premier ministre qui vient de nous rejoindre. Je vais vous demander à vous deux, à l'issue de ce débat qui était fort intéressant et qu'on aurait voulu continuer encore des heures et des heures. Alors, c'est la formule qui veut ça, c'est un peu réducteur, mais une petite minute de conclusion avant qu'on ne se sépare. Chacun. Haïm Corsia. Bon, il faut savoir qu'il est impossible de conclure ce débat. Soyez optimiste. Oui, moi, je le suis toujours, donc je ne vais pas changer. Et je voudrais répondre à Bernard-Henri Lévy sur cette inquiétude sur la fatigue des démocraties par deux choses. D'abord, une boutade, mais qui n'en est pas vraiment une. J'ai connu un ancien président de la République, je ne vous dirai pas lequel, qui avait l'habitude, lorsqu'on lui disait « portez-vous bien », de répondre « sinon, faites-vous porter par les autres ». En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que je l'ai reconnu. Non, mais je n'ai pas lequel. En revanche, plus sérieusement, mais à peine, vous savez, dans la Bible, cher Bernard-Henri Lévy, vous qui l'interprétez et qui la lisez, notamment, je ne reviens pas sur ce texte incroyable que vous avez écrit sur la guerre entre les 4 rois et les 5 rois. Qu'est-ce qui se passe ? Une guerre, un affrontement. Il y a un moment où dans les guerres, les affrontements, on est épuisé. Et Moïse, lorsqu'il demande au peuple de combattre contre des ennemis, lève les bras et le peuple gagne. Et Moïse est épuisé, il baisse les bras. Comme parfois ça peut arriver à chacun, à chacune d'entre nous. Qu'est-ce qui se passe ? Aaron, son frère, et Hour, son beau-frère, viennent chacun d'un côté et lui tiennent les bras levés. C'est-à-dire que si on est fatigué, il faut savoir que nous ne sommes pas seuls. Au fond, quelle est l'inquiétude majeure ? C'est de se sentir seul et de considérer qu'on est à la pointe du combat et que si on ne le fait pas, personne ne le fera. C'est pas vrai. Si on n'en peut plus, d'autres nous aideront et d'autres nous accompagneront. Il y a beaucoup plus de monde qui rêve de défendre cette idée de la République que de personnes qui savent l'histoire. Au fond, chacun, même ceux qui votent, même les 35% dont vous parliez tout à l'heure, connaissent l'histoire. Citez-moi un régime dans le monde où les extrêmes d'un côté ou de l'autre ont emmené du bonheur pour un peuple. Jamais. Et c'est une sorte de connaissance profonde qui viendra, je l'espère, si on montre cet optimisme et ce destin, ce rêve qu'incarne la France, qu'incarne la République, qui viendra à un moment convaincre les uns et les autres que les votes pour les extrêmes, c'est-à-dire la destruction de ce rêve qu'est la France, cette France qui pousse à l'universel, eh bien, ça les motivera pour entraîner d'autres à combattre et pour nous permettre, ceux qui veulent mener ce combat, de le poursuivre et de l'emporter. Merci beaucoup. Bernard-Henri, brièvement. Écoutez, c'est à mon tour de renvoyer au grand rabbin le compliment et de dire qu'au fond, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'il vient de dire. Lorsque Moïse, en effet, baisse les bras, lorsqu'il redescend du mont Sinaï et qu'il se trouve face à cette conspiration insensée de Corée et des siens et des 250 fripouilles qui ont pris le pouvoir en son absence, il est prêt, en effet, il baisse les bras. Il est prêt à tout laisser tomber. Il est prêt à considérer que c'en est fini et de cette longue traversée et de la loi dont il est porteur. Et puis, en effet, il se passe cet événement, ce que vous disiez en commençant, portez-vous les uns les autres. C'est pas bien se porter ou se laisser porter, c'est se porter les uns les autres. Et ça s'appelle quoi ?
Ça s'appelle la solidarité. Voilà. Et ce qui arrive à Moïse à cet instant, lorsqu'il redescend de sa énième navette en haut de la petite montagne du Sinaï et qui trouve cette bande d'abrutis qui ont préparé un coup d'État et qui s'apprêtent à l'accomplir, c'est qu'il sent une telle solidarité autour de lui des 12 tribus d'Israël et de son peuple que ça lui redonne de l'espoir, ça lui redonne du courage et ça lui donne la capacité de l'emporter, de provoquer cet incroyable événement qui est cet avalement de Corée, cette transformation en torche humaine des 250 conjurés. Donc vive en effet la joie, vive l'optimisme et vive le se porter les uns les autres qui est le synonyme de la fraternité. Merci beaucoup, bravo à vous deux. Merci.